Soigner le monde est une série de podcasts en 3 épisodes, produite en 2025 par le programme Médecine Humanité de l'École normale supérieure, PSL, dirigé par Emmanuel Didier, sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du Comité consultatif national d'éthique, assisté de Valentin Beignet, doctorant en sciences sociales, avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller, de la MGEN et d'AXA, réalisé par Kenris Legentil, diplômé du double cursus Médecine Humanité. Dans le cadre de ce programme, un groupe d'étudiantes et d'étudiants s'est rendu au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Ils sont venus questionner l'institution, rencontrer celles et ceux qui y travaillent, comprendre comment se fabrique ou se défait une vision collective de la santé mondiale. Le podcast s'élabore depuis leur regard. Ils formulent les questions, mènent les entretiens et réagissent parfois à chaud au sein même des couloirs de l'OMS. Soigner le monde s'inscrit dans un moment de bascule. Une génération s'y ferait un passage, attentive à ceux qui relient, à ceux qui soignent, à ceux qui pourraient encore nous tenir ensemble comme humanité. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est bien sûr Donald Trump qui décide de sortir les États-Unis de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Face aux journalistes, le porte-parole de Javier Milei fait une annonce choc. L'Argentine va quitter l'Organisation mondiale de la santé. A-t-elle été influencée par des fabricants de vaccins pour déclarer la pandémie ? La question n'est pas nouvelle. Plusieurs chercheurs et médecins de l'OMS sont en effet rémunérés par des firmes pharmaceutiques. Mais cette assemblée générale aura surtout valeur de test de crédibilité pour l'OMS, à l'heure où Donald Trump tente de retirer à l'organisation onusienne toute autorité dans la lutte contre le virus. De nombreux États et experts estiment que l'OMS a été trop indécise, a trop tardé avant de reconnaître la transmission du virus d'humain à humain et a laissé Pékin dicter le moment du déclenchement de l'alerte sanitaire internationale. We will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds. Après avoir arpenté les couloirs de l'OMS et mis ces récits en miroir de l'histoire officielle, nous poursuivons avec ce deuxième épisode notre enquête sur ce que veut dire aujourd'hui gouverner la santé mondiale. Première puissance contributrice, les États-Unis finançaient près de 19% du budget de l'Organisation mondiale de la santé. Le 20 janvier 2025, en officialisant leur retrait de l'OMS, Donald Trump provoque un séisme politique et budgétaire. Ce départ fragilise des dizaines de programmes. Nutrition, vaccination, lutte contre le VIH, riposte aux épidémies. Dans leur sillage, l'Argentine de Javier Milei emboîte le pas, dénonçant elle aussi la supposée perte d'indépendance de l'organisation. D'autres pays pourraient suivre. Cette crise ne se résume pas à des chiffres. Elle accélère une bascule, la remise en cause du multilatéralisme sanitaire. L'OMS affaiblie devient le théâtre d'un affrontement idéologique entre approche globale et repli souverainiste. Elle est sommée de se réformer tout en conservant sa neutralité, de répondre aux urgences humanitaires sans remplacer les ONG, d'être une autorité scientifique sans moyen de contrainte. Des injonctions contradictoires dont les étudiantes et étudiants du programme Médecine Humanité de l'École normale supérieure de Paris ont pu discuter avec une figure sanitaire française bien connue, Jérôme Salomon, qui les accueille dans un des grands bâtiments de l'institution où il occupe le poste de directeur exécutif depuis 2023. Une discussion sans protocole, mais avec sérieux, pour comprendre les tensions qui traversent l'institution et ce qu'il reste de ses promesses. C'est extrêmement intéressant, c'est un exemple extrêmement concret, comme vous l'avez dit, de à quel point l'idéologie pure et dure, l'idéologie brute en fait, a un impact sur les décisions de santé, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Quand on lui demandait ce que sera l'OMS dans 30 ans, il y croit quand même, et il nous dit on va se réinventer, etc. Donc il y a une forme de réalisme dans les deux, et je pense aussi que les deux ont reconnu qu'ils par contre étaient dans une période au pied du mur. Ancien Monsieur Covid pendant le pic de la crise et directeur général de la santé en France, Jérôme Salomon est aujourd'hui en charge de la couverture santé universelle des maladies transmissibles et non transmissibles, un des postes les plus exposés de l'organisation. Avec lui, nous interrogeons l'équilibre instable de l'OMS, car derrière les réformes budgétaires, les programmes suspendus et les discours diplomatiques se joue peut-être une question plus essentielle. Que devient l'idée même d'une santé mondiale ? Autour de Jérôme Salomon, les étudiants s'assoient en cercle, dans une salle mal éclairée, avec une interrogation de plus en plus pesante. Regarder le monde en recomposition depuis Genève semble être devenu anachronique. Vous nous avez dit on est à la fin d'un grand cycle qui a vu la construction de grandes instances comme l'ONU, comme l'OMS. Est-ce que l'OMS existera encore
dans 30 ans, dans 40 ans selon vous? C'est la première chose. Un peu provoquant, j'en conviens. Je crois évidemment à un avenir de l'OMS, d'abord parce que c'est une très belle institution et qu'elle est nécessaire et utile, mais elle doit se réformer. Et donc, comme toutes les grandes institutions, c'est une organisation complexe et qui a du mal à se réformer. C'est toujours la même chose. Les paquebots virent plus lentement que les voiliers. Je pense qu'elle a besoin de se concentrer sur des missions clés, cruciales. Et donc, peut-être qu'elle a fait trop de choses dans trop de champs et qu'il va falloir aussi prioriser. Je prends l'exemple français pour éviter d'être anti-OMS. Si vous interrogez la population française sur quelles sont les priorités en santé, personne ne peut vous répondre. Donc il y a un moment où il va falloir qu'on simplifie le débat en disant dans les 5 ans ou dans les 10 ans qui viennent, on se concentre sur 5 grandes priorités qui sont, peu importe, je ne suis pas candidat à la présidentielle, mais l'obésité des enfants, la santé mentale des adolescents. Mais le respect de ces priorités dépend de l'équilibre interne de l'OMS et de ses ressources. En cela, le retrait des États-Unis, annoncé en 2020 puis suspendu, a révélé une faille béante dans les fondations financières de l'OMS. Premier contributeur de l'organisation pour environ 20% du budget global, les États-Unis finançaient à la fois des programmes techniques, des recommandations globales et des formes plus ou moins discrètes de diplomatie sanitaire, y compris avec des pays jugés ennemis. Perdre ce soutien, c'est plus qu'un trou dans la caisse. C'est une perte d'influence, de données partagées, de moyens logistiques et d'accès anticipé à l'information en cas de menace épidémique. Mais ce départ des États-Unis était-il si inattendu ? Donc le retrait des États-Unis, est-ce que ça a été plutôt un choc un petit peu de nouveau, pourrait-on dire, pour l'OMS, ou est-ce qu'au fond c'est plutôt un facteur précipitant de difficultés d'organisation, de financement aussi, cette question du financement, plus ancienne? Et au fond, était-ce prévisible et est-ce qu'on avait anticipé ce scénario face à la perspective d'un retour de Donald Trump au pouvoir outre-Atlantique? Alors, c'était prévisible, c'était anticipé, malheureusement, c'est regretté. C'est très particulier, d'ailleurs, je vous encourage à retourner à la Constitution de l'OMS, 1948. Les États-Unis d'Amérique sont le seul pays qui ait négocié leur possible retrait. Et donc, dans la Constitution, il n'est pas prévu que des membres se retirent de l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, les États-Unis l'avaient prévu depuis le début. C'est évidemment tout à fait leur choix. Donc pas de commentaires sur leur choix politique. Par contre, ça a un impact considérable qui n'est pas uniquement malheureusement sur l'OMS, mais bien sur l'ensemble de l'action humanitaire, d'aide internationale et sanitaire. Il y a encore un article ce matin, je crois, dans Le Monde, sur l'effondrement de l'aide internationale dans les situations d'urgence. Et on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc les conséquences sont absolument désastreuses et immédiates. Je vais vous en dire un mot. La sortie de l'OMS, qui n'est d'ailleurs pas complètement actée, puisqu'il faut 1 an pour que les États-Unis quittent réellement l'Organisation mondiale de la santé, mais l'impact financier est immédiat. On a des conséquences qui sont très concrètes et que je voudrais vous détailler. Les États-Unis soutenaient de façon multilatérale quasiment toutes les agences de l'ONU, il n'y avait pas que l'OMS qui est impactée, et avait aussi un énorme budget par USAID, leur grande agence de coopération internationale, avait un énorme budget de soutien bilatéral. Or, ce soutien bilatéral a aussi disparu. Toute cette rupture brutale de soutien financier a un impact sur les structures, sur les ONG, sur les professionnels de santé, et ça c'est frappant pour vous, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de professionnels de santé qui étaient payés par les États-Unis, alors qu'ils étaient sur un territoire évidemment non américain. Et évidemment, le pire, des conséquences sur les soins, puisque on s'est rendu compte que tous les acteurs étaient dépendants du soutien américain. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun pays où le circuit est indépendant, financé mais indépendant, avec les camions qui fonctionnent, avec les cliniques qui sont ouvertes ou avec les médicaments qui arrivent. Et donc il y avait toujours une part importante qui était portée par les États-Unis, c'est-à-dire que les cliniques sont ouvertes mais il n'y a pas de camions, pas de livraison, ou vous avez les camions mais les cliniques sont fermées, ou les cliniques sont ouvertes mais il n'y a pas de soignants. Enfin, donc on se retrouve avec un effondrement complet de l'aide, et cet impact-là, il est immédiat pour, je vais vous donner un exemple très concret, l'accès au traitement antirétroviral, donc des patients qui étaient traités depuis des années contre le VIH se retrouvent sans traitement, pour des vaccinations qui sont interrompues, pour des traitements antituberculeux qui sont interrompus, et vous connaissez ce qui se passe quand la tuberculose n'est plus traitée en cours de traitement, il y a un risque majeur de résistance de très haut niveau, et encore plus concrètement, et on va le voir malheureusement dans les prochaines semaines, pas de protection des enfants contre le paludisme, et donc on attend malheureusement autour de 110 000 morts
dès cette saison, parmi les enfants de moins de 5 ans en Afrique, par défaut de protection du fait de l'effondrement de l'international. Un petit point supplémentaire, ne mettons pas tout sur le dos des États-Unis. Beaucoup de pays en ont profité pour réduire leur aide internationale, dont la France, l'Europe, le Royaume-Uni, les pays nordiques, etc. Donc on a malheureusement en ce moment, et c'est tout à fait inédit, un recul majeur de l'aide internationale globale, avec un impact qui commence à se faire sentir dans malheureusement les pays les plus pauvres et les populations les plus vulnérables. Merci beaucoup. C'est-à-dire, au fond, ils n'ont pas été extrêmement critiques du retrait des États-Unis, je trouve. Globalement, je m'attendais à ce qu'ils soient plus critiques. En tout cas, nous, on était plus critiques peut-être dans nos questions, et ils ont même été surpris. Notamment, Jérôme Salomon m'a dit on ne peut pas être aussi critique, aussi radical. Au fond, ils voient plus ça comme une opportunité. J'ai le sentiment de dire, de toute façon, on savait qu'un jour ou l'autre, il y aurait un de ces donateurs-là qui allait, c'est ce qu'on dit les diplomates, être dépendant pour 20% du budget d'un seul donateur. On savait qu'un jour ou l'autre, ça. Et d'ailleurs, il y a un autre donateur qui aimerait bien prendre la place. On a plus ou moins compris à demi-mot que c'était sans doute la Chine. Avant même l'annonce de ce retrait, le non-paiement des États-Unis a précipité le déclin de l'OMS. Entre les pertes de postes de direction ou la suppression de la moitié des départements. Cette crise budgétaire révèle un déséquilibre ancien. Seuls 23% du budget de l'OMS est issu des cotisations fixes des États membres. Le reste, des contributions volontaires, souvent fléchées, qui orientent directement les priorités. Près de 80% de ces fonds sont alloués à des objectifs définis par les bailleurs eux-mêmes, étatiques ou privés. Et ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est aussi une question d'expertise. Car une large part du savoir-faire de l'OMS repose sur son réseau de centres scientifiques partenaires, y compris des centres américains, qui lui apportent des données, des études, des recommandations. Leur affaiblissement risquerait d'endommager ce que l'OMS a de plus précieux, sa capacité à définir un socle de normes partagées, en particulier pour les pays qui ne disposent pas d'agences sanitaires robustes. Et ce manque de coordination mondiale, ce retard dans les ripostes ou dans les recommandations, pourrait très concrètement se traduire par des vies perdues, des épidémies mal contenues, des enfants non vaccinés, des traitements qui n'arrivent jamais. Et pour le budget de l'OMS en lui-même, aujourd'hui, quelles priorités, peut-être à cause de ce retrait, de ce retrait en cours, ont dû être repensées? Quels secteurs ou quels effectifs risquent le plus d'être touchés? Et au fond aussi, face à cette perte, est-ce qu'il y a des leviers nouveaux, financiers, budgétaires, qui sont explorés pour trouver des nouveaux fonds? D'autant que, comme vous l'avez dit, il y a des pays qui en profitent aussi pour diminuer leur aide. Au fond, est-ce qu'il y a des pistes quand même qui laissent espérer de stabiliser cette situation? Alors concrètement pour l'OMS, on avait prévu un budget de 5,2 milliards pour le prochain biennium, donc pour 2026-2027. On va tomber à 4,1 milliards de dollars. C'est important, quand on parle de milliards, on a du mal à voir de quoi il s'agit. Juste pour vous dire ce que c'est que 2 milliards par an, c'est un tout petit peu moins que le budget de l'hôpital universitaire de Genève. Donc ça vous situe quand même le budget de l'OMS. Donc on est vraiment dans des budgets extrêmement modestes par rapport à l'ambition. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on va perdre des effectifs. Malheureusement, ça commence. Donc, on a déjà perdu un certain nombre de cadres supérieurs et on va perdre des directeurs et on va perdre des équipes. Et qu'on a on a été contraint à cet exercice de priorisation avec des choix douloureux. Et les choix douloureux sont faits dans l'ensemble des agences de l'ONU. Il y a des pays qui seront moins soutenus, il y a des populations qui ne recevront pas d'aide. La seule chose qu'on a essayé de faire avec le directeur général, c'est de prioriser des secteurs vraiment cruciaux, où l'impact est considérable pour les populations, où on essaie de réduire les risques par rapport aux épidémies, par exemple, ou par rapport aux prises en charge les plus vitales. La question, comme vous pouvez l'imaginer, parce que vous connaissez bien ce sujet, c'est qu'est-ce qu'une intervention à impact vital ? Ça devient très compliqué. Est-ce que le fait, par exemple, d'éviter une infection VIH est une intervention qui sauve des vies? Ça se discute, versus une vaccination contre le paludisme chez un enfant qui va le protéger du paludisme, mais partiellement. Enfin, définir une intervention vitale n'est pas si simple, à part la réanimation cardiaque sur un arrêt, oui, mais le traitement ou la réduction des risques de maladies chroniques, ou la prise en charge, la détection rapide d'un diabète, ou la détection d'une hypertension pour éviter un AVC, tout ça se discute. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est là que ça devient très douloureux. Comment est-ce que vous comparez deux vies ? Est-ce que vous préférez sauver un enfant du paludisme, ou est-ce que vous préférez traiter une mère qui est VIH+, pour éviter que l'enfant soit contaminé ? Donc tout de suite, ça devient des combats très difficiles.
Donc les temps sont durs pour l'OMS, les temps sont durs pour l'ensemble des organisations non gouvernementales qui sont aussi très fortement touchées, et pour toutes les agences de l'ONU. J'allais dire, mais avec 2 conséquences potentiellement positives. Même si le retrait américain a été très brutal, pas totalement anticipé, en tout cas on ne s'attendait pas à un retrait aussi rapide et massif, parce qu'il est vraiment près de 90% de l'aide internationale américaine qui est affectée. Depuis plusieurs années, l'OMS amorce un tournant. Pour pallier le désengagement budgétaire des États, elle se tourne vers de nouveaux financeurs. Fondations philanthropiques, acteurs privés, mécénats. Parmi eux, la Fondation Gates s'impose comme l'un des principaux contributeurs, couvrant à elle seule plus de 12% du budget de l'organisation. Cette influence massive soulève une question centrale. Peut-on dépendre de financements privés sans en subir les priorités ? On a moins parlé de d'autres contributeurs que sont les grandes fondations d'intérêt général, la Fondation Gates, le Rotary International notamment. Comment eux, ils s'agencent dans cet environnement-là ? Sont-ils juste des contributeurs ? Flèchent-ils eux aussi leur contribution ? Et si oui, comment ça impacte d'une certaine manière la gouvernance de l'OMS ? Alors effectivement, la Fondation Gates est un des plus gros financeurs et contributeurs d'ailleurs au grand public de santé, aux grandes politiques de santé mondiale. Alors la question se poserait, j'allais dire, si la Fondation avait un agenda caché ou avait des priorités préoccupantes. On a la chance avec la Fondation Gates d'avoir quand même une fondation qui n'intervient pas sur les priorités politiques, au sens qu'elle pourrait dire je ne veux pas qu'on parle de genre, ou je ne veux pas qu'on parle de sexualité, ou je ne veux pas qu'on parle de santé des femmes. Heureusement, nous n'avons pas ce genre de comportement, mais il y a aussi des priorités, et c'est normal puisque Bill Gates a décidé d'investir par exemple beaucoup sur l'éradication de la polio, donc ça a été un des investissements majeurs de la Fondation Gates, mais on voit bien que maintenant sa dernière décision de donner l'ensemble de sa fortune essentiellement à l'Afrique pour les 20 prochaines années aura un impact, même si là aussi il y a des choix de priorités sur les maladies infectieuses, sur un certain nombre de priorités de la Gates Foundation. Donc chaque acteur le fait en fonction de ses priorités. La Fondation Gates, on a une relation très très ancienne et très saine, j'allais dire, puisqu'ils n'interviennent pas sur les programmes eux-mêmes, mais bien sur le soutien à l'institution. Donc on n'a pas, si vous voulez, d'ingérence en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire, ou vous ne faites pas ce programme dans un pays ou dans un autre. Tout ça est d'ailleurs très intriqué, parce que la Fondation Gates intervient évidemment beaucoup sur Gavi, mais aussi sur le Fonds mondial. Donc les grands acteurs de santé mondiale qui n'ont pas d'ailleurs les mêmes gouvernances. Tout à l'heure j'ai parlé de l'OMS qui était pilotée par les États. Gavi est quand même très proche de la Fondation Gates et d'acteurs privés. Et si vous prenez le Fonds mondial, c'est un mélange d'États, d'acteurs et de communautés. Donc la gouvernance change à chaque fois, mais essaie de tenir compte de l'ensemble des différents acteurs. Après, j'allais dire que même si on était guidé uniquement par les États membres ont quelques priorités qui changent aussi d'année en année. Je vois plutôt le côté global de il y a des sous qui arrivent, globalement ça va dans le sens de nos missions, et je pense que c'est logique en fait par le poste qu'il a, qui est un poste de management global aussi de ces questions-là, et lui d'autant plus qu'il est sur les sujets infectieux, où la Fondation Gates est assez active, donc finalement lui, les questions de poliomyélite, de tuberculose, etc., c'est quelque chose qui lui parle. Le second point surtout, parce que le premier point, je pense que c'est plus que lui il voit les financements fléchés privés, publics un peu de la même manière. Oui, pour lui il n'y a pas de souci avec la mais il y a les financements fléchés, il les voit très bien, je pense. Il y a probablement à partir du moment où tu dois représenter un pays, je pense que tu vois plus de problèmes à discuter avec des fondations privées qu'avec d'autres pays. C'est peut-être plus ça qui fait qu'ils ont mis l'accent que. Je pense qu'il a tout à fait conscience du problème des financements fléchés. Il y a aussi le fait que lui représente un peu toute l'OMS, donc il peut plus difficilement prendre parti sur un donateur, même au niveau des pays. D'ailleurs, il a aussi... Je pense qu'il convient de mettre en regard la question de notre humanité commune avec celle de l'importance croissante des acteurs privés dans la santé globale. Être en bonne santé est une aspiration de tous les peuples. C'est une aspiration dont on peut difficilement nier qu'elle fédère l'humanité, puisqu'elle s'ancre dans les plus élémentaires processus biologiques. Travailler collectivement à améliorer la santé de tous est donc peut-être la tâche la plus à même de fédérer l'humanité. Que se passe-t-il quand les principaux acteurs de la santé globale et la plupart de ses financements deviennent privés ? Si la santé globale est gouvernée par les grands philanthropes, cet idéal qu'incarne l'OMS, celui du dialogue et du langage commun, est perdu. Car Dieu sait que les dirigeants représentent mal les peuples, et que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a parfois abouti à un droit, pour certains, à disposer des peuples.
Mais la représentation des peuples à travers les porte-paroles des États et la réunion de ces porte-paroles dans des institutions internationales reste le meilleur moyen que nous ayons à disposition aujourd'hui pour bâtir une humanité. C'est souvent illusoire. Une centaine de diplomates dans un amphithéâtre genevois ne saurait représenter qu'une élite. Après le séisme du Covid, l'OMS a promis des réformes. Sorti en novembre 2020, le rapport de situation des coprésidents du groupe indépendant sur la préparation et la riposte à la pandémie a posé un diagnostic sévère. Une organisation trop lente, trop diplomatique, insuffisamment financée, mais indispensable. Ce rapport, publié après des mois d'investigation, appelait à refonder en profondeur le système multilatéral de santé autour d'une OMS plus forte, plus indépendante, plus crédible. Le problème n'est pas l'absence de constat, mais l'indécision sur le cap. Vers quel modèle veut-on aller et qui aura voix au chapitre ? Une note récente du think tank Santé mondiale 2030 propose de transformer la crise financière en levier stratégique. Le diagnostic est clair. Le système multilatéral de santé est fragmenté, traversé par des logiques souverainistes, des rapports de force géopolitiques et des tensions sur les financements. L'OMS, fragilisée par le retrait des États-Unis et les incertitudes budgétaires, se trouve à la croisée des chemins. Les propositions sont ambitieuses. Il s'agit de clarifier le rôle de l'OMS, en produisant de la science, en coordonnant l'action, mais sans se substituer aux États ou aux ONG. Il faut aussi réformer la gouvernance avec une expertise scientifique plus indépendante, des budgets plus transparents et une séparation claire des fonctions politiques, techniques et scientifiques. Et surtout, faire en sorte que les États membres s'engagent davantage, non seulement à formuler des normes, mais à les respecter et financer leur application. En filigrane, une tension structurelle. L'OMS peut-elle rester un espace de coopération quand les logiques de repli, les agendas privés et les rapports de puissance minent toute ambition collective ? Faut-il une nouvelle architecture pour la santé mondiale ou refonder patiemment l'existante ? Même si on y est déjà revenu dans l'épisode 1, difficile de ne pas évoquer à nouveau la crise du VIH-Sida, car elle continue de faire figure de moment fondateur, révélant à la fois les limites de l'OMS et l'importance d'impliquer les communautés dans la réponse aux pandémies. Alors peut-être un point pour que les auditeurs puissent comprendre. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est l'Alliance Gavi, s'il vous plaît ? Oui, alors on a eu la naissance de plusieurs acteurs au fur et à mesure que les problèmes de santé se sont posés. Le premier acteur qui est arrivé, on va dire, massivement et de façon très, très visible dans le champ de la santé publique il y a maintenant 25 ans, c'est ONU-SIDA, qui est quelque part un échec de l'OMS, puisque l'OMS, ayant été confrontée à la pandémie de VIH, n'a pas réussi à intégrer l'ensemble des acteurs et à intégrer l'ensemble des facettes de la démarche de prévention du VIH, parce qu'on avait besoin de travailler avec les communautés, parce qu'on avait besoin de travailler avec les patients, parce qu'on avait besoin de travailler avec les jeunes. Et donc, ONU-SIDA, par exemple, a pris un rôle très important dans l'advocacy, dans la communication, dans l'action communautaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la vaccination au paludisme. C'est quand même la première fois qu'on a un vaccin contre le paludisme. On en a même 2 qui sont recommandés par l'OMS. Et on a maintenant une dizaine de pays, même plus que ça, je crois que c'est 19 maintenant, qui ont lancé la campagne de vaccination contre le paludisme chez les enfants. Donc, si vous avez cette organisation derrière vous, avec les acteurs, avec les financements et avec les conseils pour mettre en place une politique vaccinale, vous avez un acteur performant. Mais pour vous illustrer la difficulté d'avoir des grands acteurs différents. Vous avez l'OMS qui est sur les recommandations, vous avez le Fonds mondial qui travaille sur la prévention et le traitement, et vous avez un nouvel acteur qui arrive essentiellement sur le champ des vaccins. Comment est-ce que, par exemple, dans un pays, vous pilotez à la fois l'OMS qui va demander de mettre en place un ensemble d'outils contre le paludisme, le Fonds mondial qui va surtout être là pour dire « moi je distribue des moustiquaires imprégnées les plus performantes à l'ensemble des populations et éventuellement des kits diagnostiques et des traitements si besoin, et Gavi qui est là pour mettre en place la vaccination. C'est pour faire face à la stagnation des taux de vaccination dans le monde que l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination a été créée en janvier 2000 dans le but de financer l'introduction de vaccins pour protéger les enfants dans les 70 pays les plus pauvres de la planète. Gavi est un partenariat public-privé. Alors depuis sa création, il y a 12 ans, Gavi a permis d'éviter le décès de 5,5 millions d'enfants. Peut-être pour continuer sur, étant donné que vous avez abordé la question de la crise et de la gestion de la crise du Covid, comment est-ce que cet accord dont vous parliez là tire-t-il les leçons des difficultés qu'a pu connaître l'OMS et le monde dans la gestion de cette crise un peu sans précédent Pour
toute personne qui veut faire de la recherche autour de la médecine, et en particulier de la santé publique ou de la santé mondiale, il y a une leçon ou une règle majeure qui est qu'à chaque crise, on doit apprendre. Et qu'en général, d'ailleurs, plus c'est négatif, mieux c'est. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à corriger et que c'est souvent dans les erreurs qu'on a faites qu'on apprend le plus par rapport à des succès. Il y a eu de très grosses crises, en France en particulier, hein, si vous prenez la crise de la vache folle ou l'affaire du sang contaminé, qui à chaque fois ont entraîné des profondes transformations du paysage de santé publique en France. La crise du Covid est un peu différente parce qu'elle est d'emblée mondiale. Et on s'est rendu compte de beaucoup de choses. On s'est rendu compte du fait que le partage d'informations était très délicat, que le partage de démarches communes était très délicat. Prenez l'exemple des masques, ça a été quand même une cacophonie totale. Enfin, ça a été très compliqué au plan scientifique. Et ça a été très compliqué, évidemment, au plan vaccinal. Puisque, à la fois pour le diagnostic et pour le vaccin, les pays du Nord ont évidemment récupérer l'ensemble des capacités de production des tests diagnostiques et l'ensemble des capacités de production des vaccins. Tedros Ghebreyesus, c'est le patron de l'OMS. Je veux que les fabricants de vaccins établissent des priorités dans leur livraison et le fassent à travers le programme COVAX. Et je demande aux fabricants et aux pays de cesser de passer des commandes supplémentaires aux dépens de COVAX. Aucun pays n'est au-dessus des autres. Aucun pays ne doit frauder dans la file d'attente pour vacciner toute sa population, alors que d'autres n'ont pas de vaccin. J'ai beaucoup de mal à imaginer une gouvernance de la santé mondiale réellement équitable. Même avec une inclusion plus large des pays du Sud, les personnes qui composent l'OMS restent, pour la plupart, issues des élites de leurs pays respectifs. Doreen van der Waal a d'ailleurs soulevé ce problème. Et plus largement, les différentes interventions ont montré que l'OMS semble avoir conscience de ses propres limites. Cela laisse entrevoir, peut-être, une forme d'espoir. Mais le chantier à mener est immense et dépasse largement le cadre de l'organisation. C'est aussi, fondamentalement, une question politique. Et parmi les erreurs que vous auriez aimé éviter, que vous avez fait quand même, et lesquelles vous ont le plus marqué et vous ont le plus appris? Très bonne question. Alors, il y a eu évidemment beaucoup de maladresse, peut-être d'erreurs. Je ne sais pas s'il y a eu des fautes, parce que la faute, évidemment, elle devient tout de suite à impact judiciaire. Ce qu'on a reproché à la France, par exemple, dès le début, c'était son stock de masques. Or, en fait, là aussi, si on veut être factuel, la France avait le plus gros stock de masques européens, plus de masques aux États-Unis, plus de masques en Grande-Bretagne. Et même s'il est dans la définition de la santé par l'OMS, la santé mentale était considérée comme quand même un sujet presque tabou pendant des années. Il y avait des pays qui ne voulaient pas qu'on parle de santé mentale, il y avait des pays qui ne voulaient pas qu'on parle de suicide. Donc tout ça est maintenant derrière nous. Donc c'est un des points positifs. Ensuite, ce que je trouve dommage, je vais être un peu provocateur, c'est que je pense que cette crise mérite qu'on fasse une analyse complète de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Malheureusement, cette analyse, elle n'a été que judiciaire, ce qui n'est probablement pas le bon prisme. C'est-à-dire qu'en fait, chercher une responsabilité des ministres ou des décideurs est évidemment légitime, mais il y a eu des débats parlementaires intéressants et je pense que la communauté scientifique ne s'en est pas emparée. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est que les scientifiques français ou européens, parce qu'il y a aussi des erreurs scientifiques, se disent qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette pandémie. Le monde change plus vite que les institutions censées l'organiser. L'OMS, pilier du nouvel ordre mondial d'après-guerre, vacille. Les témoins de 1945 disparaissent. Et avec eux, l'élan de cette promesse fondatrice. Plus jamais ça. À mesure que les puissances occidentales se retirent, non sans un certain cynisme, des voix s'élèvent pour exiger l'émancipation du Sud global. Mais sous le récit officiel, autonomie, responsabilité, co-développement affleure une réalité plus rugueuse, celle d'un néocolonialisme qui s'étiole et d'un ordre mondial qui se réécrit. Mais est-ce vraiment une rupture ? Ou une redistribution du pouvoir mondial sous de nouveaux habits? J'allais dire que les grands cycles mondiaux, ils sont quand même liés à l'histoire ou aux grandes innovations. Donc ce que vous avez décrit sur le siècle des Lumières, qui est finalement probablement pas un siècle, mais l'arrivée de grands esprits en même temps dans une période d'ouverture, de liberté d'expression précédant la Révolution, c'est
2 ou 3 générations maximales. On a eu le cycle industriel, là aussi, de 2 ou 3 générations. Et puis on a finalement, assez logiquement, la fin d'une époque qui est marquée par la fin des personnes qui ont créé cette organisation solide, puisqu'on a quand même fêté les 75 ans de l'OMS il y a 2 ans. Voilà, objectivement, moi, ce qui me frappe, par exemple, c'est un fait, c'est que tous les témoins de la Seconde Guerre mondiale disparaissent. Donc vous n'avez plus aujourd'hui quelqu'un qui est capable de vous raconter ce que fut la Seconde Guerre mondiale. Et donc on bascule sur une génération qui n'a pas ce lien à la Seconde Guerre mondiale et donc qui n'a pas ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, disant il faut arrêter, donc il faut créer la sécurité sociale, l'ONU, les organisations multilatérales pour que les gens se parlent dans différents cercles, dans différentes enceintes pour parler de développement, pour parler de migrants, pour parler de santé, etc. Donc ça ne veut pas dire la fin du multilatéralisme, mais ça veut dire la fin du multilatéralisme tel qu'on l'a connu depuis 75 ans, avec des enjeux évidemment très différents, parce qu'en fait, ce qui est là aussi très, 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 très fort, c'est que le monde change très vite. Donc avec un monde qui change très vite, il y a des institutions qui sont quand même assez fixes, stables et peu souples. Il faut forcément soit que ça casse, soit que ça s'adapte. Salomon qui disait que bon, c'est la fin d'un cycle, peut-être que les agences ne vont pas survivre. C'est effectivement, Jérôme Salomon nous a dit que c'est la fin d'un cycle, etc. Mais quand on lui demandait ce que sera l'OMS dans 30 ans, il y croit quand même et il nous dit qu'on va se réinventer, etc. Donc il y a une forme de réalisme dans les deux, et je pense aussi que les deux ont reconnu qu'ils, par contre, on était dans une période où Piketty, lui a parlé de changement de cycle, et eux ont dit de toute façon on va être confrontés à des choix. Donc je crois Vous trouvez pas ça un peu cynique je sais pas si cynique c'est le bon mot, mais ça me donne une drôle d'impression moi de voir les dirigeants qui disent on attend que tout s'effondre. Et puis une fois qu'il y aura eu, c'est comme quand les gens ils disent que leur solution aux crises c'est d'attendre une bonne guerre pour relancer la croissance, quoi. Et ça m'a donné le même effet. Et je me dis mais comment à des postures aussi élevées de dirigeance et tout ça, on peut avoir des discours pareils, d'attendre que tout s'effondre pour ne pas avoir à faire les efforts de réforme, et puis une fois qu'il n'y aura pas le choix d'autre chose que d'essayer de relever les ruines, quoi, bah là, à ce moment-là, on fera quelque chose, une fois qu'il y aura eu des millions de morts, bon. Ça m'a donné un peu cette impression, je trouve ça assez binaire. Non, mais il a fait débuter son cycle universaliste et de grandes institutions avec la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vrai. Enfin, je veux dire... il parlait du retour, il me semble qu'on parlait de la recrudescence en fait, des conflits armés, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, je me suis dit, j'ai eu exactement ce sentiment-là de me dire, en fait, il y a une sorte de cynisme, en fait, déjà, le fait de parler de cycle, déjà, c'est une forme de cynisme, c'est de se dire, ok, finalement, techniquement, il n'y a rien qui change, on revient systématiquement au même point, et on va recommencer, en fait, peut-être avec des systèmes différents, mais on va recommencer, en fait, éternellement, en fait, les mêmes erreurs. Je sais pas, moi, j'ai pas du tout trouvé ça optimiste. Le 20 mai 2025, l'OMS a adopté un accord international sur les pandémies. Un accord historique. Ce texte marque un tournant symbolique, en promettant une réponse mondiale plus rapide, plus juste et mieux préparée face aux futures crises sanitaires. Il prévoit notamment un meilleur partage des pathogènes, un accès prioritaire à certains vaccins pour les pays les plus vulnérables et l'intégration du principe One Health dans le droit international. Mais cette ambition s'inscrit dans un contexte de déséquilibre persistant. Les systèmes de santé restent inégalement dotés, les soins primaires souvent délaissés et les programmes de santé publique sous-financés. La mise en œuvre de l'accord exigera des moyens, des arbitrages et une capacité réelle de coopération, tout en évitant que la prévention des pandémies ne devienne un prétexte pour détourner l'attention d'autres urgences sanitaires. Pendant plus de 3 ans, les négociations ont été longues, coûteuses, parfois opaques. L'accord, s'il se veut inclusif, repose en partie sur des mécanismes encore à définir. Les modalités concrètes d'accès aux contre-mesures médicales, les engagements réels des laboratoires pharmaceutiques ou encore le rôle de la future conférence des parties qui reste flou. Le risque d'un pilotage technocratique éloigné des besoins des pays les plus fragiles n'est pas écarté. À terme, tout l'enjeu sera d'éviter la répétition des erreurs du Covid, les lenteurs, les inégalités et les modèles imposés d'en haut. Ce qui se joue désormais, ce n'est pas seulement une meilleure préparation aux futures pandémies, mais aussi une redéfinition de ce que la santé mondiale entend défendre et pour qui. Pour revenir enfin un petit peu sur les USA, vous nous avez dit effectivement, donc ils ne bénéficieront pas non plus des programmes d'aide de l'OMS, etc. Puis comme ils se sont retirés d'une certaine manière, ils n'auront pas ça. Mais en revanche, ils vont continuer à bénéficier d'un écosystème mondial, on va dire, où l'OMS œuvre à une protection de la santé. Ils sont toujours protégés aujourd'hui par l'action même de l'OMS, contre le fait qu'une pandémie arrive dans le monde et donc également aux États-Unis. Au fond, ils profitent d'une certaine manière d'externalités
positive. Au fond, ils vont contribuer à, pour le dire très caricaturalement peut-être, mais à amoindrir la santé mondiale, tout en continuant à tirer tous les bénéfices de l'action de l'OMS, en tout cas tous les bénéfices indirects. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez peut-être suivi la semaine dernière aussi le fait que le comité vaccinal américain a été dissous, l'ensemble des experts ont été virés, donc là encore sur des polémiques sur la sécurité des vaccins, la pharmacovigilance, la vaccinovigilance. Donc ce sont des débats très politiques aux États-Unis, qui touchent aussi l'Europe, hein, si vous suivez aussi les anti-vax, il n'y a pas qu'aux États-Unis, mais en tout cas là c'est devenu tout à fait déstabilisant parce que c'est entre guillemets porté par un ministre, ce qui est quand même la première fois qu'un ministre partage à ce point les stratégies des anti-vax. Mais en tout cas, on surveille de très près la participation des États-Unis et si vous avez suivi les décisions de l'Assemblée mondiale de la santé, on a bien avancé dans le traité contre les pandémies, mais pour être un tout petit peu moins optimiste, un traité ne fonctionne que s'il est validé et signé et ratifié par un nombre conséquent d'États, normalement 60. Et de la même façon, j'ai du mal à imaginer un traité pandémique fonctionnel si les États-Unis ne participent pas, quand vous imaginez la puissance de feu scientifique des États-Unis dans ce champ. Donc ne pas avoir les laboratoires américains, les pharma américains, le partage de données, propriété intellectuelle de la part des États-Unis, ça tout de suite limiterait considérablement les bénéfices du traité, ce d'autant que les annexes ne sont toujours pas signées, ne sont toujours pas validées, et que les annexes sont cruciales parce qu'elles portent sur les échanges d'informations sur les pathogènes. Donc si vous avez détecté un nouveau virus quelque part et que vous ne partagez pas ces informations, finalement l'essence même de ce traité devient caduque parce qu'on n'a plus de partage d'informations. Or c'est le partage d'informations qui est l'élément le plus crucial et ça fait partie du débat que vous n'avez peut-être pas suivi mais qui était un débat absolument majeur en 2020. Les États-Unis accusant la Chine de ne pas avoir partagé suffisamment tôt les informations sur la situation à Wuhan, en disant qu'ils avaient des informations depuis bien longtemps et qu'ils avaient mis 3 mois ou 4 mois avant de déclarer l'urgence. Donc vous voyez, c'est tout de suite très, très problématique. L'approche One Health, une seule santé, s'impose aujourd'hui comme la barrière d'un monde à bout de souffle. Face aux pandémies, au changement climatique, à la disparition accélérée du vivant, elle propose une vision intégrée, reliée à la santé humaine, animale et environnementale. Sur le papier, c'est une rupture prometteuse. Une santé décloisonnée, préventive, interdisciplinaire. Mais la santé du monde, avant d'être une idée globale, est un terrain de tension, d'idéaux et de résistance mêlée. Elle se construit dans les interstices, là où les vies humaines, animales, végétales s'entrelacent. Par exemple, au Sénégal, le projet Tielal tente de construire une écologie de la santé enracinée localement, à partir des pratiques des agriculteurs, des relais communautaires, des soignants de terrain. La santé, comme l'écologie, est aussi une affaire de pouvoir. Donc, évoquer l'approche globale, c'est un autre grand axe à côté du plan pandémie, de l'actualité un petit peu de l'OMS, c'est cette approche, ce qu'on appelle One Health, santé animale, humaine, environnementale. Est-ce que vous qualifieriez ça d'évolution ou plutôt de révolution de la santé publique? Ça, c'est un premier point. Et ensuite, comment l'OMS l'intègre concrètement dans ses missions aujourd'hui? Et quelques exemples d'actions concrètes. La démarche One Health est évidemment fondamentale. Je dirais qu'elle est balbutiante. Je ne suis pas sûr que vous ayez rencontré vos collègues Veto, Agro, récemment, voilà. Je me disais que j'allais vous poser la question parce que les frontières ou les cloisons sont encore là. On aura réussi dans la démarche One Health quand vous verrez régulièrement vos collègues Veto, Agro ou spécialistes de l'environnement. D'abord parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre et parce que vous avez probablement beaucoup de choses à leur apprendre. Donc, c'est un changement complet de concept. C'est se rendre compte qu'on n'est pas l'espèce humaine isolée et qu'on est évidemment très dépendant de ce qu'on mange, de ce qu'on respire et du monde animal et de l'état de nos écosystèmes. Alors, on commence à l'entendre beaucoup dans les médias, mais les gens n'ont pas encore réalisé ce que ça veut dire. Concrètement, pour prendre l'assurance de la grippe vient de l'animal et vient de la première étape aviaire, donc des volailles, puis du passage du virus vers des populations animales beaucoup plus proches de l'homme, et en particulier le cochon, et enfin à l'homme. Donc si on veut avoir une surveillance efficace de la grippe, ce qui est à peu près le cas en France, il faut surveiller des régions où il y a à la fois des élevages
de volailles et les élevages de porcs. Donc il y a une région très surveillée en France qui est la Bretagne, où vous avez à la fois des grands élevages de volailles, des grands élevages de porcs et une population humaine non négligeable. Même chose pour la tuberculose, même chose pour évidemment l'antibiorésistance qui est un sujet partagé, puisque vous avez des antibiotiques ou des molécules proches des antibiotiques qui sont utilisées comme engrais dans les champs, et que vous avez une consommation animale d'antibiotiques qui est le double de la consommation humaine. Donc si votre chien, votre porc ou votre vache consomme des antibiotiques, évidemment, les excrétions antibiotiques se retrouvent dans les effluents, dans les champs, dans les rivières, et c'est vous qui buvez éventuellement des antibiotiques en concentration diluée, donc avec la plus forte probabilité de provoquer des résistances. Donc on voit bien que cet enjeu-là, il est absolument crucial, mais qu'il n'est pas encore concrètement, on va dire, ressenti par la population, alors que effectivement, il faudrait créer des organisations, des structures, des groupes informels où les médecins discutent avec les vétos, avec les agros, avec les spécialistes de l'écosystème. À mesure que la santé environnementale s'étend au sud global, les vieux schémas réapparaissent. En 1991, l'économiste en chef de la Banque publique, Larry Summers, écrivait que les pays africains étaient sous-pollués. Une écologie du sacrifice pour les uns, un verdissement moral pour les autres. La distinction entre One Health et santé planétaire devient cruciale. La première parle souvent d'agrégats, de courbes, de limites. Elle raisonne en indicateurs mondiaux, mais oublie parfois les vécus situés. Elle veut sauver le monde, mais pas forcément celles et ceux qui l'habitent. Si One Health veut être autre chose qu'une stratégie d'adaptation technocratique, il faudra qu'elle se fasse à hauteur de villages, de forêts, de quartiers. Et qu'elle ose penser l'écologie depuis les marges, depuis les corps vulnérables, depuis les histoires blessées. La bifurcation est là, dans cette tension. Soit une santé globale qui continue à soigner les symptômes sans regarder les causes, soit une santé qui s'interroge, quels savoirs sont légitimes, qui produit les risques, qui a le droit de guérir et comment. Mais est-ce qu'il n'y a pas en amont un enjeu plus global qui est la santé planétaire environnementale, au sens de mettre en place des mesures de protection en amont, par exemple, notamment sur l'interdiction des pesticides? On a vu les atermoiements de la France et de l'Europe sur la question. Et comment l'OMS se positionne sur ces questions-là de santé environnementale au sens large et de protection des écosystèmes? C'est-à-dire un One Health qui se préoccupe de l'environnement et de l'animal, non pas seulement pour leur impact sur la santé humaine, mais pour l'impact sur leur propre santé, la santé de l'animal, la santé de l'environnement. Comment on envisage ça? On travaille beaucoup avec nos collègues de la FAO, par exemple, ou de l'alimentation, de la santé animale. La seule question, c'est encore un enjeu politique. Quand vous devez produire pour manger, les choix sociétaux sont vite faits. Et quand vous êtes dans une société extrêmement compétitive, où si vous produisez moins que votre concurrent, vous perdez des parts de marché, c'est là évidemment un enjeu. Et on le voit, moi je ne fais pas de commentaires politiques sur ce qui se passe en France, mais je me souviens très bien des débats qu'on a eus sur les néonicotinoïdes ou sur les engrais des betteraves. Les betteraviers vous disent, moi si j'ai plus de pesticides, j'ai plus de betteraves, donc vous faites un choix. Donc ça, les politiques ont beaucoup de mal. Vous allez à New Delhi, vous êtes au-dessus du seuil maximal autorisé une grande partie de l'année, et objectivement, pour y avoir été, c'est difficile de respirer à New Delhi. Donc c'est un problème pour la population qui y vit tous les jours. Et quand vous êtes exposé à cette population, votre espérance de vie diminue. Versus des pays qui ont basculé dans l'économie verte, comme la Chine de façon étonnante, qui a investi massivement dans les mobilités douces, dans l'électrique. Et donc c'est faisable, mais c'est un choix politique lourd, structurant, qui doit être fait par les pays. Donc il faut qu'on les accompagne. Donc on a à chaque fois ce double enjeu de pays touchés alors qu'ils ne sont pas producteurs de la pollution. Et par ailleurs, ce sont ces pays-là qui sont malheureusement aussi les hôtes des migrations involontaires. Les systèmes de santé ont longtemps été construits comme des digues contre la maladie, la précarité ou l'injustice. Mais ces digues se fissurent, et certaines forces aujourd'hui ne cherchent plus à les consolider. Elles organisent leur retrait, volontaire, méthodique. Et si le vrai virus, ce n'était pas seulement une souche infectieuse, mais une doctrine? Gouverner la santé dans un monde fragmenté ne peut plus se faire sans repenser profondément les logiques de pouvoir, sans reconnaître les inégalités produites par les systèmes eux-mêmes, sans rendre des comptes aux premiers concernés. Le soin n'est pas une externalité. Il est ce qui fait encore société,
ou ce qui en marque la rupture. Alors, que reste-t-il à l'OMS ? Peut-elle encore incarner un contrepoids face à cette transformation ? Peut-elle porter une autre vision du soin, collective, inclusive, politique ? Ou sommes-nous en train d'assister silencieux à la naissance d'un monde où certaines vies ne vaudront plus la peine d'être soignées ? Ce retrait du soin s'inscrit dans un monde en mutation. C'est aussi ce que raconte Jérôme Salomon, en lisant dans la santé les failles d'un ordre géopolitique en agonie. Alors, vaste question que les grands défis et les solutions. J'allais dire, le diagnostic, il est partagé par tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui, et ça c'est un sujet plutôt nu, les tensions géopolitiques sont exacerbées et qu'on n'a jamais eu quasiment autant de conflits, voire de risques de déstabilisation majeure. Quand vous avez des pays européens de l'Union européenne qui considèrent que l'invasion par la Russie est probable dans les 5 prochaines années, c'est quand même un changement très profond de l'analyse géopolitique. Il y a une critique qui revient envers l'OMS dans son développement et la gestion, sa gestion en fait des crises, selon laquelle il y aurait une reproduction des schémas de domination hérités du colonialisme. Sur ce point-là, de quelle manière est-ce que l'OMS envisage-t-elle une gestion des pandémies qui ne reconduisent pas des schémas néocoloniaux ? Et de façon générale, comment aller vers plus d'horizontalité dans la gestion de la santé mondiale, des décisions, autrement dit, des décisions qui iraient moins du nord vers le sud ? Alors, c'est une bonne question. Je me demande si elle n'est pas un tout petit peu biaisée par certains journalistes, dans le sens où nord-sud, c'est un peu simpliste, puisque par exemple, il y a des pays extrêmement puissants maintenant qui sont au sud. Je pense au rôle, par exemple, que le président Lula a joué dans le G20 l'année dernière. Son approche très intéressante des maladies sociologiquement déterminées, je trouve que c'est une approche très originale, en disant il faut qu'on s'occupe des maladies des pauvres. Les maladies des pauvres, c'est justement beaucoup plus d'obésité chez les pauvres, beaucoup plus de diabète chez les pauvres, beaucoup plus de cancers, liés par exemple à la nutrition, les maladies évidemment infectieuses comme la tuberculose, qui est la maladie liée à la pauvreté, à la promiscuité, etc. Donc c'est une approche très intéressante parce que c'est une approche sociologique qui permet d'avoir des démarches groupées et pas des démarches maladies, ce qu'on souhaite éviter. Deuxièmement, la partie coloniale, elle est maintenant double, si je suis toujours cash avec vous. Il y a évidemment les anciennes puissances coloniales qui continuent à jouer un rôle non négligeable dans beaucoup de pays d'Afrique, que ce soit l'Angleterre par exemple ou la France, mais il y a un néocolonialisme aussi qu'il faut pas oublier de la part de puissances qui sont maintenant très très investies en Afrique, que sont la Russie et la Chine. Donc si vous allez dans des pays, j'ai eu la chance de faire beaucoup de pays africains au cours des derniers mois, vous avez des hôpitaux entiers qui sont chinois. Et tant mieux, merci la Chine. Enfin, je veux dire, en soi, je n'ai pas de critique là-dessus. Sauf que ça crée une nouvelle dépendance aux matériaux chinois, aux acteurs chinois, aux professionnels de santé chinois, même s'il y a un impact évident positif pour la population. Donc, comment est-ce qu'on aide les pays ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on a une politique paternaliste, entre guillemets, ou est-ce qu'on les appuie de façon très neutre et adulte et mature, qui est quels sont vos besoins ? On essaie de vous aider par rapport à vos besoins. Et j'allais dire, ça inverse un peu la charge de l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu une organisation qui a été longtemps verticale descendante et qui est de plus en plus verticale ascendante. Objectivement, pour l'OMS, chaque État pèse la même chose, et c'est vrai. Un pays, une voix, donc Trinidad et Tobago pèse autant que l'Inde ou la Chine. Après, on va dire qu'en termes d'enjeux démographiques et d'enjeux de santé publique, c'est pas la même chose. Mais il y a des organisations très intéressantes. Par exemple, on a un groupe qui est un groupe constitué de l'ensemble des petits États insulaires, comme la Barbade, comme un certain nombre d'îles du Pacifique, comme des îles du Caraïbe, et qui travaillent ensemble parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Donc, petits États isolés, avec des populations qui vieillissent et qui sont exposées au réchauffement climatique. Donc, ils travaillent ensemble. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des groupes comme ça, homogènes. Mais aussi, on voit bien que l'OMS travaille avec ces régions. Et l'OMS doit aussi s'adapter à l'évolution géopolitique. On était beaucoup sur une domination américaine. On voit bien qu'aujourd'hui, on est avec des groupes de pays. Alors, il y a le G7, il y a le G20, il y a même un groupe de pays qui essaient de s'organiser comme non alignés.
avec d'ailleurs des objectifs un peu différents. Et l'OMS s'adapte à cette évolution très forte du paysage international. Il y a des cycles planétaires qu'on voit bien. Vous avez cité le siècle des Lumières, c'est remonté très loin, c'est très bien, mais on a eu l'industrialisation et on a eu les grandes guerres. Et je dirais que là, on voit un cycle qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale se terminer. Où on n'était plus jamais ça, les grands massacres qu'on a connus pendant la Seconde Guerre mondiale, le multilatéralisme, l'ONU et ses agences, les grandes initiatives collectives. Aujourd'hui, on voit bien que, comme c'est la fin de ce système, et objectivement, je suis le plus triste pour le dire, mais l'impact de l'ONU sur les conflits en cours, que ce soit même les derniers conflits entre l'Inde et le Pakistan, ils se sont, entre guillemets, arrangés entre eux, et l'ONU est quasiment pas intervenue, et l'ONU n'a pas de poids aujourd'hui sur le drame à Gaza ou sur le conflit entre Israël et l'Iran. Donc il y a ce raidissement des États, classique, hein, quand il y a une crise, le protectionnisme est un réflexe malheureusement très fréquent, et le retour potentiel au bilatéralisme. Mais ce qui frappe, c'est que les équilibres changent, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une superpuissance unique, on est sur des impérialismes majeurs qui reviennent, et peut-être le retour des empires. Personne ne sait très bien ce que sera la prochaine décennie. La vraie question, mais vous êtes encore plus conscient que moi, c'est est-ce que la planète va survivre à l'évolution que l'on vit actuellement ? Est-ce que la population mondiale va arriver à survivre à un pic démographique que l'on approche, sans parler de l'accès à l'alimentation et du potentiel conflit majeur. Donc, plutôt qu'une défense du système qui a vécu, je dirais, comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose ? Et pour parler plutôt de santé mondiale, on parlait d'architecture de santé mondiale pendant très longtemps dans les articles. Je dirais que maintenant, on est passé sur un écosystème qui est beaucoup plus fluide à mettre en place ou à reconstruire, mais c'est trop tôt. Je pense qu'il y a un moment où, quand un système s'effondre, c'est triste, mais il faut le laisser s'effondrer et commencer à imaginer ce qu'on veut faire ensemble. À rebours d'une solidarité collective, on voit émerger des modèles où la santé devient performance. Le programme Make America Healthy Again, dit MA, version sanitaire du MAGA, propose de conditionner l'accès à la santé à des comportements jugés vertueux. Ceci dessine une médecine punitive, où les malades sont suspectés et les pauvres rendus responsables. Ce n'est pas anodin que la première puissance mondiale s'engage dans cette voie. Ce type de politique, en liant accès aux soins et comportements individuels, pourrait inspirer d'autres pays et reconfigurer en profondeur les modèles de santé publique et avec elles les contours du soin à l'échelle globale. Dans ce paysage mouvant, comment faire une place réelle aux populations ? Non plus seulement comme bénéficiaires du soin, mais comme partie prenante de ceux qui soignent et de ceux qui comptent. Et c'est pour ça que je me tourne vers vous, parce que je pense que ce sera vous, la génération de la reconstruction, s'il y a une reconstruction, enfin on va quand même être optimiste, et que cette reconstruction, elle doit être, à mon avis, un vrai reset, c'est-à-dire une remise à zéro. Plutôt que de dire on va adapter le système, c'est vraiment presque la feuille blanche. Comment est-ce qu'on veut travailler ensemble, entre scientifiques et populations, entre journalistes et politiques, avec des populations qui doivent être beaucoup plus participatives. Et donc toutes les démarches quand même de démocratie participative où il y a eu des jurys citoyens, elles sont plutôt positives et parfois frustrantes parce qu'il n'y a pas de suite, mais en tout cas elles se vivent bien par les populations. Donc je dirais que on est presque devant une page blanche. Alors je ne sais pas si tout va disparaître, mais en tout cas il y a un magnifique défi qui est comment est-ce que on arrive tous ensemble à réagir face aux grands défis et à être plus intelligent que nos générations ou que les générations précédentes. Ce qui semble s'éroder aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des politiques publiques ou des financements. Ce sont les repères mêmes qui fondaient le soin comme valeur commune, la reconnaissance des droits humains, la confiance dans les savoirs scientifiques, l'idée d'une protection égale pour toutes et tous. Le soupçon devient réflexe. La parole médicale, quand elle vient d'en haut, ne convainc plus ou ne suffit plus. Est-ce qu'un paradigme du non-soin est en train de naître sous des atours rassurants ? Prévention, responsabilisation, encapacitation. Mais derrière s'installe un tri discret, un tri social et biologique, ce que certains commencent déjà à décrire comme un eugénisme doux. Sans décret, sans stérilisation forcée, avec des algorithmes, des bonus santé, des classements par risque ou coût. Ces mutations ne sont pas des dérives. Elles prolongent sous de nouvelles formes les réformes néolibérales mises en œuvre depuis des décennies.
marchandisation des soins, gouvernance par la performance, désengagement de l'État. Comme le rappellent les chercheurs Valérie Reed et Christian Dagenet, les réformes ont fragilisé les systèmes de santé partout dans le monde, y compris le nôtre, considéré jadis comme le meilleur, en les rendant moins résilients, moins solidaires, moins justes. La santé n'y est plus pensée comme un droit, mais comme un produit. Elle peut donc être consommée et optimisée. La science, elle aussi, est mise à l'épreuve. Défiance envers les experts, confusion entre savoir et opinion. Les mécanismes de désinformation prospèrent, sous fond d'inégalité d'accès à l'information. À cela s'ajoute un autre trouble. Certains responsables politiques peinent à s'approprier les outils de la décision éclairée, quand d'autres les rejettent, les instrumentalisent ou les contournent. Le résultat, c'est une perte de lisibilité et parfois de légitimité de la parole scientifique, au moment où elle est la plus nécessaire. Alors, comment peut-on construire un rapport démocratique à la science dans un monde traversé par les crises et la défiance ? Reste à savoir si cet équilibre fragile peut encore être réparé, et si l'OMS pourra, dans les années à venir, incarner cet espace commun où se dessinent les règles du soin face aux perturbations à venir, et où se mettent en mouvement les manières de prendre soin. Il a aussi parlé plusieurs fois du fait qu'il fallait peut-être partir sur quelque chose avec beaucoup moins de missions, et de se concentrer sur ces quelques missions. Il en a parlé plusieurs fois. Du coup, il proposait quand même des solutions. Mais il disait pas qu'elles étaient... Enfin, il y avait toujours cette idée où il faut se recentrer vers des missions, mais en même temps, on ne sait pas lesquelles c'est. En fait, non, c'est pas qu'il a dit on sait pas lesquelles, il a dit il faudra les choisir. Il a dit, je dis pas il a dit justement je me présente pas aux élections, donc c'est pas moi qui vais décider qui les... Mais il a dit il faudra en choisir, peu importe lesquelles, et il faudra se concentrer sur celle-là. Je pensais qu'il serait beaucoup plus poéticien, beaucoup plus langue de bois, alors qu'en fait, non, il a été assez transparent. Je m'y attendais. J'ai le sentiment qu'ils ont globalement été honnêtes, en tout cas plus que ce qu'on aurait pu atteindre, y compris de la part de Jérôme Salon, etc. Ils ont eu des petits points de divergence, etc. Mais je pense que là aussi, ça montre qu'il n'y a pas un discours non plus unifié de l'institution. Et j'ai pas eu le sentiment qu'ils portaient le discours de l'institution. Ils portaient un discours personnel, mais qui est le discours de gens qui travaillent là depuis certains pour 30 ans, certains depuis quelques années déjà. Donc qui, par la force des choses, est imprégné des codes, par contre, de l'institution et du vocabulaire qu'ils sont habitués à utiliser. C'est pour ça qu'il avait donné un chiffre qui était... 110 000 morts avec l'aide de... Merci beaucoup. Qui était absolument terrifiant. 110 000 enfants. Enfin, c'est juste... Si on avait pris un peu de temps pour juste réfléchir à ça, c'est effrayant en fait de penser au coût humain que va avoir en fait ce changement. Et du coup, c'est en ça que je dis que j'ai du mal à être optimiste, même si je comprends bien sûr que le fait de dire ok, il y a du boulot, mais il y a quand même des pistes, des solutions. Le fait qu'on nous a dit que par exemple que les États du Sud revendiquaient une forme de souveraineté, etc. de plus en plus, c'est des trucs qui sont intéressants, mais j'arrive pas à m'empêcher de penser au fait que voilà. Enfin, je pense qu'on va passer une période compliquée d'un point de vue de la santé. Justement, si on parle de santé globale, je pense que ça va être compliqué dans les années à venir. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant l'idée aussi qu'on emploie le terme politisé comme quelque chose de négatif, dans le sens où après c'est un peu l'idée des organisations internationales, mais comme de la même façon que Macron a dit il n'y a qu'une seule façon de faire et après les gauches-droites au final ils sont d'accord mais c'est juste qu'ils s'embrouillent sur des pacotilles, ça donne l'idée qu'il y aurait une bonne santé pour le monde entier. Et juste parfois on se tromperait sur les façons d'atteindre et que des vrais clivages seraient soit des clivages idéologiques mais dans le sens négatif du terme, soit juste l'envie d'être un pain in the ass de l'autre ou pour obtenir autre chose. Qu'on ne puisse pas être profondément en désaccord sur l'arbitrage de certaines valeurs sans que ça soit justifié. Enfin, pour quelque chose qui se veut multilatéral et on pourrait très bien dire par exemple la santé, il y a différentes définitions profondément situées ou marquées par certaines valeurs de la santé. Et que c'est tout à fait compréhensible que les objectifs ne soient pas les mêmes. Et que ça reste de la politique. Et que c'est d'ailleurs souvent les critiques qui sont faites aux organismes internationaux, ou parfois même à l'aide humanitaire, c'est des moyens de dépolitiser tout sujet, justement puisqu'on ne fait pas de politique, et de toujours traiter des problèmes des conséquences des problèmes, sans s'intéresser aux causes des problèmes, d'aller soigner les blessés en temps de guerre sans s'intéresser à pourquoi il y a la guerre, pour telle raison. Puisqu'on veut froisser personne et d'un peu mettre un pansement sur une hémorragie, voire une jambe de bois. L'OMS m'apparaissait comme un colosse, inaccessible et lointain. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir franchir ses portes et rencontrer les personnes qui la représentent. Nous repartons avec des questions, des constats entremêlés, mais aussi l'intuition qu'une autre santé mondiale est possible, si elle se construit à plusieurs voies. J'ai vu comment les idéaux de la santé mondiale, au prisme de la diplomatie, des intérêts nationaux, de la gestion budgétaire, se font plus silencieux. Ce n'est pas faute de volonté, c'est un système.
Et c'est peut-être ça le plus troublant, sentir qu'on a besoin de cette organisation et percevoir ses limites, ses lenteurs, son enfermement. Je ne ressors ni désillusionné, ni convaincu, mais plus lucide peut-être, et empli de questions. Peut-on encore réformer de l'intérieur, ou faut-il inventer autre chose, ailleurs, autrement ? Est-ce qu'on ne savait pas déjà qu'on est à la fin de quelque chose ? Que notre génération n'est pas celle de la fin de l'histoire, mais du compte à rebours. Pendant la crise du VIH-Sida, un patchwork de noms s'est tissé, point par point, autour des corps absents. Une mémoire cousue à la main, pour celles et ceux qu'on n'avait pas su protéger. Chaque nom rappelait qu'un être singulier avait disparu, que sa vie avait compté. Ce geste n'a jamais seulement été commémoratif, c'était une manière de tenir le monde ensemble. Aujourd'hui encore, dans les brèches de l'ordre biomédical dominant, d'autres noms, d'autres voix s'agrippent à la trame. Des récits qui refusent d'être réduits à des catégories, des savoirs qui surgissent depuis les marges. Des luttes qui rappellent que la santé n'est pas une donnée brute, mais une manière de faire lien avec les autres, avec les vivants, avec ceux qui nous entourent. La vie biographique dont parle Didier Fassin, c'est peut-être cela. La preuve que chacun compte, non parce qu'il est modélisable, mais parce qu'il est irremplaçable. Et c'est aussi ce qui rend toute politique de soins digne de ce nom, sa capacité à reconnaître la pluralité des existences et non à les trier. Réparer l'équilibre, ce n'est pas revenir à un centre perdu, c'est recoller un monde fissuré, rafistoler les coutures, renforcer ce qui tient encore, et accepter que cette réparation ne se fera pas sans dissensus, ni sans engagement. C'est peut-être là le vrai travail, que le philosophe Achim Mbembe appelait « communauté terrestre », rendre habitable un monde commun, sans réduire sa diversité. Alors, dans ce monde blessé, traversé de forces contraires, est-ce qu'on saura, collectivement, recoudre un lien assez solide pour qu'ils tiennent ensemble ce que la globalisation a fracturé ? Et si, à partir d'aujourd'hui, on ne se contentait plus d'interroger ? Si, formés à la fois à la clinique, aux sciences sociales et à la politique, on décidait de construire autre chose. Ensemble ? Car il reste à faire, à imaginer, à désirer peut-être. Dans l'OMS, ce miroir grossissant de notre époque, on lit les contradictions d'un monde fatigué, mais aussi les tensions, les espoirs, les formes de résistance. C'est aux étudiantes et aux étudiants que le dernier épisode de ce podcast est confié. Carte blanche, pour dire ce que ce voyage a déplacé en elles, en eux, ce qui a déçu ou étonné, pour dire aussi s'il faut intégrer ces lieux, les transformer ou en inventer d'autres. Et pour rêver peut-être à une autre santé mondiale.